Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. Ligne de mire de ce 10 juillet 2025 fait le point sur les principaux sujets qui font l'actualité au Gabon, notamment cette rencontre de haut niveau entre Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, et 5 chefs d'État africains, dont le président de Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. On a parlé d'économie, de renforcement de la coopération commerciale et économique entre les États-Unis d'Amérique et ces 5 pays africains, dont le Gabon. On mettra le curseur donc sur l'essentiel des accords signés sur le plan du renforcement de la coopération économique entre les USA et le Gabon, notamment en ce qui concerne l'exploitation minière, notamment avec le gisement de potasse de Mayumba dans la province de la Nyanga. Et puis, on fera également un point sur ce qui est désormais convenu d'appeler affaire Sylvia Bongo Valentin, Sylvia Bongo Ndimba et Noureddine Bongo Valentin, avec cette communication du ministère de la Justice ce 9 juillet 2025 qui annonce donc l'ouverture d'une enquête après la diffusion de 2 vidéos, des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, avant de conclure avec une 3e thématique, elle consacrée à la politique. En ligne de mire, évidemment, l'organisation des élections législatives et locales prévues le 27 septembre et le 11 octobre pour ce qui est du second tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Et pour faire le point sur cette abondante actualité, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de l'émission Ligne de mire de ce 10 juillet 2025 2 invités. Je reçois Rufin Tuntum Mba, ancien secrétaire général de l'UPNR, devenu aujourd'hui militant de l'Union démocratique des bâtisseurs. Monsieur Tutumba, bonsoir. Bonsoir, Stella Ange. Merci d'être là sur le plateau de cette émission. Et puis je reçois aussi un autre acteur politique et pas de moindre, puisqu'il s'agit d'un militant du Parti démocratique gabonais bien connu dans le landorno politique national. Félicien Rodrigue, vous, monsieur, vous, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ange Pambo. Merci beaucoup donc à tous les deux d'être autour de la table pour que nous puissions décrypter cette forte actualité en lien évidemment avec les activités du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui prend part depuis ce 9 juillet à Washington, aux États-Unis, à une importante rencontre, à un sommet de haut niveau entre Donald Trump, le président de la première puissance mondiale, et 5 pays africains, dont le Gabon, le Sénégal, le Libéria, la Mauritanie et la Guinée-Bissau. On image donc ces photos de cette rencontre entre ces 5 chefs d'État et le président Donald Trump. Et je vous propose d'ailleurs un résumé de cet échange de haut niveau entre Donald Trump et les 5 chefs d'État africains. Ensuite, derrière, on revient pour décrypter cette forte actualité. Un déjeuner à la Maison-Blanche, le président gabonais s'est illustré par un discours courageux sur la souveraineté, la paix et la transformation locale des ressources africaines. Le président sénégalais, de son côté, a livré un message pertinent sur la stabilité, l'investissement et l'avenir numérique de son pays, avec, en prime, une invitation malicieuse à Donald Trump pour venir jouer au golf à Dakar. Je vous laisse écouter leurs interventions, qui étaient à l'origine en français. La Maison-Blanche les a traduites en anglais, mais nous avons récupéré ces images et les avons traduites en français pour vous. Alors n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner. C'est parti. Yes. Et au niveau diplomatique, je salue les succès que vous avez obtenus pour amener l'accord de paix entre la RDC. Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, pour le succès que vous avez obtenu en concluant un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. L'Afrique est un vaste continent qui a de nombreux problèmes. Et nous comptons vraiment sur vous pour votre assistance au Soudan. Car aucun investissement ne peut être réalisé lorsqu'il y a une guerre. Pour les investissements, il faut la paix. Les autres chefs d'État qui sont ici avec moi représentent des pays en paix. Et cela dure depuis un certain temps. Nous avons également des matières premières, des minerais, des terres rares. Nous ne sommes pas des pays pauvres. Nous sommes des pays riches en matières premières, mais nous avons besoin de partenaires pour nous soutenir et nous aider à développer ces ressources avec des partenariats gagnant-gagnant. C'est notre souhait. J'écoute souvent vos remarques et vos discours, Monsieur le Président.
Nous voulons également que nos matières premières soient transformées localement dans notre pays afin que nous puissions créer de la valeur et des emplois pour nos jeunes, pour qu'ils arrêtent de mourir. Nous avons des jeunes qui se noient en mer, dans l'océan, pour aller dans d'autres pays. C'est ce que nous voulons, une transformation locale des matières premières. Le Gabon est un pays riche. Nous avons plus de 2 millions d'habitants et une grande diversité des matières premières, du pétrole et des réserves de gaz. Et nous aimerions que ces ressources soient exploitées en utilisant un modèle économique adapté. Depuis notre libération, nous avons changé notre façon de faire du commerce. Nous nous sommes concentrés sur la transparence et les appels d'offres pour quiconque souhaite venir investir dans notre pays. Si vous suivez l'actualité, nous avons également travaillé sur des accords avec l'Union européenne et nous voulions les réviser car nous ne pensions pas qu'ils représentaient des opportunités gagnant-gagnant. Donc, notre marché est ouvert. Nous voulons transformer le manganèse localement, que vous achetez par l'intermédiaire d'une entreprise appelée Aramet. Je suis sûr que c'est plus cher comparé à ce que vous pourriez acheter directement chez nous. Pour effectuer cette transformation locale, nous avons besoin de 8 à 10 gigawatts d'électricité. Là encore, c'est un appel d'offres ouvert. Toute entreprise américaine qui souhaite investir dans l'électricité au Gabon est la bienvenue pour saisir cette opportunité. Maintenant, en ce qui concerne la défense, le golfe de Guinée pose problème. Il y a de la piraterie maritime dans cette région et nous voulons travailler ensemble pour la stabiliser. Vous avez dit que vous aviez le meilleur équipement militaire, et c'est ce que nous aimerions avoir pour arrêter la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin d'un partenaire fiable et fort qui s'engage et prend des mesures concrètes, des actions réelles. Nous devons également être pragmatiques, et c'est ce que vous êtes. Je suis général et moi aussi je suis pragmatique. J'aime quand les choses avancent rapidement. Vous êtes les bienvenus pour venir investir. Sinon, d'autres pays pourraient venir à votre place. Merci. Voilà, c'était donc là l'essentiel du propos du président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de cette ouverture de ce sommet de haut niveau entre Donald Trump et 5 chefs d'État africains. Vous venez donc d'écouter Brice Clotaire Oligui Nguema s'exprimer lors de cette rencontre, puisque évidemment l'objectif était que chaque chef d'État prenne la parole au nom de son pays afin de pouvoir mettre en relief les points saillants de sa vision en rapport avec le renforcement de ce partenariat stratégique entre les États-Unis d'Amérique et les différents pays invités par Donald Trump. Brice Clotaire Oligui Nguema s'est donc appesanti sur 2 aspects. Le premier, économique ou commercial, avant d'évoquer les questions liées à la sécurité, notamment dans la zone du golfe de Guinée. Rufin Tuntumba, commençons par la chute, la conclusion du propos du président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui dit donc à Donald Trump « Je suis un général, je suis comme vous, pragmatique. Si vous ne venez pas, attendons, les États-Unis, si les États-Unis ne viennent pas investir chez nous, eh bien, d'autres pays ou d'autres puissances viendront à votre place. » Est-ce que c'est osé de la part du chef de l'État gabonais? Eh bien, c'est avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs que j'ai suivi cette séquence de l'intervention du chef de l'État pour dire que je pense que c'est osé, c'est l'affirmation du leadership du président Oligui et qui impose la souveraineté du Gabon. Parce qu'en réalité, il s'agit d'État à État et que sous ce prisme-là, il n'y a pas un État au-dessus d'un autre. Et le président met là en avant les intérêts du Gabon. Et c'est tout à l'honneur de préciser à la première puissance mondiale que nous sommes ouverts et que si, in fine, les États-Unis n'ont pas un regard intéressé, nous allons nous retourner vers d'autres partenaires parce qu'il s'agit d'apporter un mieux-être aux populations gabonaises. Donc je pense que c'est osé, je pense que c'est un acte fort qui montre le courage et le degré de ténacité de notre chef de l'État.
Bon, sur cette séquence, il y a vraiment beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire parce que les images en elles-mêmes on montre un président décomplexé qui parle sans tabou et qui non seulement a mieux vendu notre pays, mais a marqué son leadership sur le panafricanisme africain. Parce que il ne s'est pas seulement contenté de vanter nos richesses, mais il a marqué l'intérêt qu'il porte à la paix au Soudan, il a marqué l'intérêt qu'il porte à la paix en RDC, il a marqué l'intérêt qu'il porte à la paix dans le Golfe de Guinée. Donc ça montre là une dimension majeure de notre président et je suis agréablement surpris parce que j'avoue que entre le langage diplomatique et ce qui se raconte, il y a souvent un parallélisme. Or là, ces images sont aussi vraies que possible et donc je pense que nous avons eu raison effectivement de faire confiance à notre chef de l'État. Félicien Rodrigue, vous, alors Donald Trump inaugurant donc son second mandat à la tête des États-Unis d'Amérique, évidemment que lorsqu'il a prêté serment et qu'il a commencé ce second mandat, il s'est occupé premièrement à mettre le curseur sur les réformes initiées par l'administration américaine sur le plan domestique, donc à l'intérieur des États-Unis d'Amérique, avant de se projeter dans le monde, notamment dans des zones en termes de géopolitique stratégique pour les États-Unis d'Amérique. Et là, il se tourne du côté de l'Afrique en invitant ces 5 chefs d'État, dont le président du Gabon, sans condescendance, en échangeant avec ces chefs d'État sur des questions économiques et commerciales. Le président du Gabon qui met donc en relief le potentiel économique minier du Gabon, qu'il présente comme étant une véritable terre d'opportunité pour tous les pays du monde, notamment pour les premières puissances qui sont prêtes à venir investir au Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema qui dit « Le Gabon n'est plus un pays d'exportation brute, il devient un pays de transformation. Nous avançons avec ExxonMobil pour l'exploration pétrolière en offshore, avons signé avec Millennium Potash pour la potasse de Mayumba et négocions avec Raspican pour un port en eau profonde, ainsi qu'avec Boeing pour 3 gros porteurs qui seront livrés d'ici 2029. » Donc, on voit que cette présence de Brice Clotaire Oligui Nguema à Washington, en échangeant avec Donald Trump, ça bénéficie véritablement au développement du Gabon. Oui, dans ce que je voudrais dire en termes de mon propos, c'est que c'est une initiative d'abord américaine. C'est une initiative américaine. Les États-Unis, il y a une forte crise dans le Moyen-Orient, en Asie, et les États-Unis pensent qu'il faudrait bien qu'ils essayent d'avoir de nouveaux parts de marché, étant donné que la Russie les a pratiquement court-circuités. Et la Russie vient en avant. Vous voyez les investissements russes dans la plupart des pays africains, dans la zone de la Russie et la Chine. Oui, la Russie et la Chine, donc qui sont deux concurrents des États-Unis. Donc les États-Unis disent, et tout cela se fait en défaveur de notre allié traditionnel qui est la France. Donc pour les États-Unis, il vaut mieux prendre langue avec là où ils ont déjà, pour ne pas marquer ils sont d'abord la zone, quand on parle de la sécurité du Golfe de Guinée, la piraterie maritime, tout ça, ce sont les États-Unis. Quand on voit l'Angola, quand on voit ce qui se passe en RDC, tout ça, c'est soutenu par les casques bleus, donc les États-Unis. Quand on voit ce qui se passe dans les zones où il y a une influence américaine, maintenant, ils se disent quoi? Le Gabon est un pays ouvert sur la mer, donc sur l'Atlantique. Tous les 5 pays qui ont été invités ont tous une façade maritime qui donne sur l'océan Atlantique. Voilà, donc vous comprenez que c'est un axe stratégique, parce que qui donne sur l'océan Atlantique, s'il y a, comme le régime déchu l'avait souhaité, une base chinoise ici, les États-Unis se sentent directement menacés. Donc, pour prévenir ce genre de choses, les États-Unis disent, bon, moi je vais prendre langue avec les 5 pays de manière stratégique et de manière volontaire, qui puissent, si nos adversaires, donc la Russie et la Chine, implantent vite leur base là-bas, les États-Unis sont plus regardants parce que les États-Unis se disent il vaut mieux conjuguer avec eux, il vaut mieux que je puisse investir
dans le potasse que le président a proposé, au lieu que ce soit la Chine et la Russie qui puissent le faire, parce qu'en réalité, vaut mieux que je surveille le golfe de Guinée, vaut mieux que je surveille la façade maritime qui peut atteindre mon pays. Donc c'est d'abord une volonté des États-Unis à pouvoir se protéger face à une certaine hégémonie de la Russie et de la Chine. Mais on voit bien que entre le président américain Donald Trump et Brice Clotaire Oligui Nguema, les deux chefs d'État sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'établissement d'un partenariat décomplexé gagnant-gagnant, puisque le chef d'État américain Donald Trump l'a signifié. Il fait une croix sur l'aide publique au développement. Il estime qu'il faut aller au-delà de ces schémas traditionnels qui, pour lui, n'a rien produit en termes de bénéfices pour les États africains. Donc, les États-Unis arrêtent cette politique d'aide publique au développement sur le continent africain en privilégiant des partenariats gagnant-gagnant. Et Brice Clotaire Oligui Nguema l'a signifié à Donald Trump. Oui, non, le président n'est pas resté fermé. Le président dit, moi, telle société, et on l'a cité, vous vend de manière à prix d'or telle ressource qu'elle tire essentiellement dans notre pays. Donc le président gabonais a cité donc ExxonMobil pour ce qui est de l'exploitation pétrolière, de Millennium Potash pour ce qui est de l'exploitation du potasse, du gisement du potasse de Mayumba, et puis Boeing pour ce qui est de l'aviation. Boeing, on a déjà eu des partenariats dans le passé avec Boeing, et maintenant, si on doit avoir 3 gros porteurs, Boeing est réellement l'un des plus grands porteurs, assez fiables, qui puissent réellement faire en sorte que nous puissions avoir dans un proche avenir une compagnie nationale assez robuste avec 3 gros porteurs. Ce serait déjà un nouvel envol dans le domaine aéronautique. Non, ce que je dois dire, pour chuter, c'est que la coopération gagnant-gagnant, c'est une très bonne chose parce que c'est un nouveau mécanisme et c'est la volonté des grandes puissances d'imposer le partenariat gagnant-gagnant parce qu'en réalité, aucun pays aujourd'hui ne peut vivre en vase clos. Et on est en train de reconfigurer le monde. Le monde est en train d'être reconfiguré. Donc, c'est dans cette dynamique que s'inscrit la proposition du président de tenir compte de potentialités gabonaises. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose. Rufin Totumba, pour terminer sur ce premier point en rapport avec ce sommet entre Donald Trump et ses 5 chefs d'État africains, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans la vidéo qu'on a suivie, a signifié à son homologue américain que le Gabon s'engage dans une véritable politique de transformation locale de ces matières premières pour créer de la richesse sur le plan domestique et également de l'emploi. Bien sûr, le président a pris des engagements lors de sa campagne et son projet de société est suffisamment clair à travers les différentes infrastructures qu'il faut créer, à travers l'emploi qu'il faut générer, à travers le mieux-être qu'il faut féconder dans chaque foyer. Donc, à juste titre, il va de soi qu'à cette rencontre importante, le président n'a fait que valoriser ces matières premières et montrer l'intérêt qu'il a à faire en sorte que les conditions de vie de nos concitoyens puissent s'améliorer, parce que c'est son mandat et c'est le serment qu'il a prêté. Donc je pense que le président, comme il a affirmé être assez pragmatique, je crois qu'il allait à l'essentiel, et parce que ces rendez-vous diplomatiques, au-delà de toutes les cérémonies protocolaires, doivent, n'est-ce pas, générer derrière des intérêts pour le Gabon. Parce qu'un voyage présidentiel a des coûts importants dans le budget de l'État. Et donc, par ailleurs, il faut bien en récolter. Et c'est à juste ce titre que je dis félicitations. Et c'est le Gabon qui gagne. D'accord. On vient donc de mettre un terme à ce premier thème de l'émission consacré donc à ce sommet de haut niveau entre le président américain Donald Trump et 5 chefs d'État africains, dont le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. On va ouvrir le second tiroir de l'émission pour faire à nouveau un décryptage de cette actualité en lien avec ce qui est désormais convenu d'appeler affaire Sylvia Bongo Ondimba Noureddine Bongo Valentin, à la faveur de cette communication du ministère de la Justice sur la chaîne nationale hier Gabon Première. On regarde cette vidéo. Communication du ministère de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains. Depuis quelques jours, une vidéo devenue virale présenterait un juge d'instruction spécialisé dans le cadre de son instruction, en train d'échanger avec un inculpé et son avocat en toute familiarité
et sans aucune réserve due à leur statut respectif. De tels faits, s'ils étaient avérés, constitueraient un manquement grave aux obligations professionnelles du juge et de l'avocat. En conséquence, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, prenant la gravité de la situation, a décidé de saisir Madame le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature et Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon aux fins d'engager des enquêtes administratives et déontologiques. Fait à Libreville le 9 juillet 2025, le ministre Séraphin Akouret-Davin. La communication officielle donc, du ministère de la Justice, Félicien Rodrigue Nvou. Alors, ces vidéos ont été diffusées il y a quelques jours de cela, devenues virales, on l'a dit, abondamment relayées. Le débat est très nourri, ça fait couler encre et salive, mais avec le recul, la lucidité qui s'impose pour l'analyse, le ministère de la Justice a-t-il raison, selon vous, d'ouvrir cette enquête sur cette affaire qui met donc au devant de la scène la juge et l'avocate, maître Gisèle Eyeux, qui est donc le conseil de la famille Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Valentin et Noureddine Bongo Valentin. Bien entendu que le ministère de la Justice est dans son rôle parce que lorsque une avocate de haut rang et une magistrate, ce sont des fonctions protégées, sont mises en cause, il est bon que l'autorité et les deux situations qui ont été relevées par le ministère, est-ce que c'est une faute administrative qui a été commise? C'est pourquoi on diligente une enquête et pour voir si elle a manqué au devoir de la déontologie en tant que magistrate, donc le secret de l'instruction. Donc, à ces deux éléments conjugués, je pense que c'est la procédure plutôt que de vouloir interpeller les hommes de droit comme on interpelle les hommes de droit commun. C'est quand même des hauts magistrats, c'est quand même une avocate. Donc, c'est des mesures particulières et je pense que le ministère est dans son droit de diligenter une enquête et c'est ça que moi j'apprécie parce qu'on a respecté la procédure. Alors quand vous dites ça, Rodrigue, Félicien Rodrigue, c'est-à-dire que vous êtes en train d'évoquer en filigrane cette autre actualité toujours en lien avec l'affaire Sylvia Bongo Ondimba et Noureddine Bongo Valentin, puisqu'on sait que des éléments de la DGR, la Direction Générale des Recherches, se sont rendus à 2 reprises afin de pouvoir remettre à Maître Eyeux Gisèle une convocation afin qu'elle puisse être entendue par les services de la DGA, mais qu'elle est restée enfermée dans son bureau. Vous estimez que cette méthode n'est pas la bonne, c'est ça? Non, cette procédure n'est pas la bonne parce qu'il y a une procédure lorsqu'on veut entendre un avocat. Lorsqu'on veut attendre M. Evron, on peut faire une convocation régulière. Mais lorsqu'on veut attendre une avocate, il faut s'adresser au bâtonnier et il faut il faut s'entourer d'un ensemble de procédures. Or, c'est la procédure telle que le ministère l'a engagée, c'est la procédure normale, c'est la procédure requise en la matière. Maintenant, dans l'affaire Sylvia Bongo Ondimba, le ministère de la Justice, on a vu notre frère, le procureur de la République, se prononcer là-dessus. Éliminant pour ce qui est du départ et en disant que le dossier est toujours en instruction et qu'il y aurait procès. C'est-à-dire que même si les intéressés ne reviennent pas, il y aurait procès à leur encontre, un procès par accoutumance, ou alors ils se feront représenter. Mais l'essentiel, c'est que le président de la République a dit qu'il y aurait un procès en bonne et due forme qui va être organisé dans le pays. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Rufin Tutumba, alors cette affaire fait grand bruit, évidemment, à cause de l'émotion, après la réaction de certains sur les réseaux sociaux. Mais quand on fait taire l'émotion et qu'on essaie de décrypter avec toute la lucidité possible, ce 9 juillet 2025, Noureddine Bongo Valentin aurait donc reconnu être celui qui a donc fait ces images, donc qui aurait, sur la base, on va dire, finalement de caméras cachées. Donc ce sont des images qui ont été volées. Ces images n'ont pas été tournées avec l'assentiment
de la juge ou de l'avocat, surtout pour la magistrate, qui ne se savait pas être filmée à ce moment de la réalisation justement ou de la prise de ces images-là. On est dans une affaire judiciaire d'une telle importance, décider d'aller prendre des images sous le format de vidéo cachée ou de caméra cachée, c'est que derrière il y avait déjà un objectif à atteindre. Bon, je pense que c'est vraiment d'une gravité. J'ai envie d'utiliser le pléonasme extrême pour dire que c'est là la République qui est tombée parce que la République est garantie par la loi. C'est la loi qui protège les intérêts de la République et qui fait que les citoyens sont égaux devant la loi. Et là, c'est l'institution qui prend un coup. Donc, au-delà des images, mais ça montre que la justice, dans l'ancien régime, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ça montre que la justice dans l'ancien régime n'avait plus sa vocation universelle et originelle. Et là, parce que c'est véritablement du gangstérisme. C'est véritablement du gangstérisme. De la part des prévenus. De la part de ceux qui ont filmé, c'est du gangstérisme. Mais ça nous renvoie à quoi exactement? Ça nous renvoie à l'insécurité que génère la justice. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Ça veut dire que celui qui a filmé ne se sentait pas en sécurité par la justice. C'est ça à quoi ça renvoie. Et donc, il y a là une dimension insécuritaire. Parce que quand un citoyen a confiance en sa justice, il ne peut pas imaginer un seul instant filmer une audition dans un bureau. Non, mais quand on revient sur le contenu justement de ces vidéos, quand on revient sur le contenu, on s'étonne sur plusieurs aspects. D'abord, l'aspect relatif à cette proximité qu'il y a entre des prévenus. Le manque de professionnalisme, le manque de solennité de l'instruction. Parce qu'il s'agit quand même des faits graves. Et dont le juge, dans sa tenue, devrait être professionnel. Mais comme la justice était devenue ce rempart qui ne garantissait plus ses citoyens, et comme il y avait cette proximité, cette familiarité entre la justice et la famille Bongo, évidemment, ils se sentent en amitié, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça, à juste titre, l'importance, la pertinence du communiqué du ministère de la Justice. C'est pour redonner confiance à la justice, c'est pour restaurer la justice, c'est pour garantir l'institution de la justice. Et je crois que les enquêtes doivent aller au-delà, et qu'à juste titre, la population gabonaise doit être informée, n'est-ce pas, de cette procédure, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas en sécurité. Félicien Rodrigue, alors dans ces vidéos, on est en train de parler donc de cette proximité douteuse sur le coup, le coup, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on a vu, proximité entre ces deux femmes de loi, que ce soit la juge ou l'avocate, encore que pour l'avocate, bon, c'est normal puisqu'elle est le conseil de Sylvia Bongo Ndimba et de Noureddine Bongo Valentin, mais on voit bien qu'il y a une idée derrière, c'est-à-dire quand on décide de filmer et que quand vous écoutez d'ailleurs, quand vous suivez le fil des échanges entre Noureddine Bongo Valentin et la juge ou avec le colonel de la sécurité pénitentiaire dans une autre vidéo, on voit bien que c'est fait dans l'optique de pouvoir tirer les vers du nez. Donc en fait, on sent qu'il y a là une posture qui consiste à pouvoir recueillir des informations. Donc, il savait qu'il était en train de piéger ces différentes personnes qu'il a filmées. Oui, la bonne question, c'est de se poser tout prévenu, un prévenu qui arrive devant le magistrat, surtout un prévenu qui est aux arrêts, parce qu'il faut d'abord dire que M. Noureddine Bongo était aux arrêts. Comment a-t-il fait pour être muni de mini-caméras? Comment a-t-il fait? Il est conduit par les forces de défense et de sécurité. Il est conduit sans intermédiaire. Il est conduit directement devant chez le juge d'instruction. Parce que souvent, il y a des fouilles. C'est bien ça. Il y a des fouilles. C'est une procédure. C'est une procédure rigoureuse. Comment a-t-on pu laisser que M. Noureddine Bongo puisse avoir en sa possession
ce genre de matériel? C'est la première question qu'il faut se poser. Qui en est le commanditaire? Qui a pris sa responsabilité entre les forces de défense et de sécurité et où la voiture qu'il a amenée durant le trajet? Parce qu'il faut qu'on détermine. On ne va pas me dire que c'est la magistrate, la mise en cause, qui a donné à M. Noureddine et l'avocate les moyens de pouvoir filmer. Ce n'est pas possible. Donc ça s'est fait avant qu'ils arrivent au bureau de la magistrate. Donc à partir de ce moment, posons-nous des bonnes questions, d'où le ministère va mener des enquêtes pour déterminer en quel moment, parce qu'il faut qu'on détermine à quel moment il a pu se doter de ce matériel. Qui était responsable lorsqu'il devait se changer? Et qui a mené sa tenue? Et qui a contrôlé? Parce que tout ça, on doit pouvoir le savoir. Parce qu'il ne faut pas trop aller donner la faute à quelqu'un alors que les commanditaires sont tapis dans l'ombre et peuvent être entre les agents de sécurité, peuvent être entre les membres de la famille qui ont amené et qui ont dit, bon, laissez faire, j'ai déjà contrôlé. Donc, il y a un certain nombre de questions qu'on doit pouvoir se poser avant d'établir les responsabilités. Moi, je suis pour qu'il y ait une enquête et que les auteurs soient sévèrement punis par la loi. Parce que je suis d'accord d'avis avec ce que le frère dit, c'est une forme d'insécurité de la justice, parce que si le secret de l'instruction est dehors, mais il n'y a plus de justice, à partir de ce moment, il faut protéger, le secret de l'instruction doit être absolument protégé en République gabonaise. Et c'est mon point de vue, c'est mon avis. Je dis qu'il faut établir les responsabilités. Mais quel est votre point de vue justement sur la méthode utilisée par Noureddine Bongo Valentin, qui a reconnu sur la place publique qu'il est l'auteur de la prise d'image? C'était un moyen de protéger ceux qui l'ont aidé à avoir en sa possession. C'est un moyen de se protéger pour dire que c'est moi-même, mais lui-même, il était dans quel état? Il pouvait se le procurer où? Même étant fils du président, il est prisonnier. Comment un prisonnier peut se procurer ce matériel? Ça ne peut que venir de l'extérieur. Ça ne peut pas être du matériel qu'on a retrouvé à la prison et mettre ça en sa possession. Ça aussi, c'est une possibilité. Rufin Tutumba, justement, lorsque Noureddine Bongo Valentin et Sylvia Bongo Ondima sont libérés, la justice, évidemment, communique sur les mobiles qui ont permis cette libération, puisque Eddie Minan s'est exprimé longuement sur ces différents mobiles-là. C'est à la demande de Maître Jusel Eyeux qu'une procédure a été engagée. Il y a eu une confrontation, une vérification, notamment en ce qui concerne les bulletins médicaux, puisque ça a été vérifié au niveau de l'hôpital militaire, qui a donc attesté qu'il y avait nécessairement besoin de pouvoir libérer à titre provisoire les deux prévenus pour des causes médicales, pour des raisons médicales. Mais une fois sortis, pour ces causes médicales-là, parce qu'étant en mauvaise santé, Sylvia Bongo Ondima et Noureddine Bongo Valentin diffusent sur la place publique ce type de vidéo. Selon vous, avec quel objectif? Pour quel objectif? Pour des gens qui ont été libérés parce qu'ils sont malades? Ça montre simplement qu'ils sont en position de défense et de revanche. Parce que le juge qui a autorisé la libération ne s'est appuyé que des documents, le document officiel, donc les certificats médicaux et tous les rapports médicaux. Et donc c'est sur la base de ces documents qu'il établit l'engagement de faire partir ces derniers. Donc je pense que la responsabilité n'incombe pas au juge, la responsabilité incombe à toute la chaîne, parce que ces vidéos, c'est la preuve que c'est tout un système. Et bon, nous savons bien que le pays était aux mains de ces derniers. Et donc il y a ceux qui ont été mis à des fonctions, à des postes de responsabilité, à des niveaux de responsabilité par ces personnes-là. Et donc qui sont reconnaissants, parce que c'est ça le terme. Et donc, parce que quand vous suivez même la tonalité, le ton dans cette vidéo du prévenu, mais il n'est même pas inquiet, il est vraiment dans une posture qui consiste à tirer, comme vous l'avez si bien dit, les verres du nez. Et que, moi je pense que c'est tout un système. C'est pour cette raison que l'enquête doit être approfondie et qu'il faut faire appel à des cabinets spécialisés en images, parce que c'est tout un système qui a été mis en mouvement pour qu'ils sortent de prison. C'est tout un système. Et c'est pour cette raison que
j'interpelle plus les autorités parce que nous devons quand même avoir à cœur que il s'agit des Bongo Ondimba qui ont géré ce pays pendant 50 ans, qui ont eu les leviers du pouvoir. Donc, qui ont les gens à la présidence, parce que la présidence il n'y a pas eu de pressing là-bas. Ils sont encore là-bas, qu'ils ont les gens à la sécurité pénitentiaire, dans les corps d'armée, dans la haute administration, dans la finance publique, dans la diplomatie gabonaise. Donc, ils ont des véritables leviers aujourd'hui pour revenir en force et peut-être cristalliser, ou je n'ai pas envie de dire ce qui peut arriver. Mais je crois qu'il y a l'intérêt à vraiment à faire attention. Parce que ce qui se passe là peut nous conduire vers des imprévisibilités. Eu égard au fait qu'ils en ont, il faut le dire aussi, ils en ont les moyens. Ce n'est pas n'importe quelle famille. Et donc je crois que... Tom, est-ce qu'on n'est pas en train de... Il faut aussi éviter de céder à la tentation. Quand vous parlez... non, mais attendez. Quand vous parlez de famille, là, le problème est bien circonscrit. On parle d'Ali Bongo Ondimba, et là encore dans cette affaire, c'est Sylvia Bongo Ondimba et Norine Bongo Valentin dont il s'agit. Donc, merci de ne pas étendre à la famille, puisque c'est deux personnes qui sont visées par la justice, par la famille Bongo Ondimba. Parce qu'il ne faut pas s'aimer la confusion dans l'opinion publique. Moi, je reviens, vous vous souviendrez que dans les lignes de Jeune Afrique, nous savions qu'il y a eu des entrevues, n'est-ce pas, en France, de cette famille. Nous le savons. Et nous savons que des problèmes aussi majeurs, c'est d'abord en famille qu'on trouve la stratégie. Parce que pour des gens qui ont commis l'irréparable, qui ont mis le Gabon à ce stade, ils ne peuvent pas se permettre. Ils auraient eu un minimum de reconnaissance en se taisant. Mais le Gabon, on a suivi... Ils ont dit, nous ne nous tairons pas. Sylvia Bongo Ondimba et Norine Bongo Valentin ont signé en disant, nous ne nous tairons pas. Mais le Gabon ne reculera pas, M. Snella. Le Gabon ne reculera pas. Et ils vont céder sous la pression du Gabon. D'accord, oui, Félicien Rodriguez. Oui, non, je voudrais dire que quel que soit votre rang, quelle que soit la personnalité qui est mise en cause, moi j'ai eu la chance, étant au Cameroun, j'ai assisté à un procès d'un ancien secrétaire général de la présidence, j'ai assisté d'un ancien ministre de l'Intérieur, pour ne pas le citer, j'ai assisté de 16h à 5h du matin au procès de M. Marafa, quand j'étais au Cameroun. Mais il n'y a pas eu violation de l'instruction. Les choses ont été faites, oui, c'est resté fermé. Nous qui étions dehors, mais il n'y a pas eu divulgation du secret de l'instruction. Jusque quand il a été repris dans sa voiture et il a traversé, personne n'a jamais reçu une seule photo de cette audience. Parce qu'elle était d'abord publique au départ, après on a vidé la salle et après c'est resté en huis clos. Et on n'a pas eu les délibérations que les gens ont filmées, c'est sorti dans tel journal. Donc je pense qu'il faut que, quelle que soit la justice, doit pouvoir faire en sorte que le secret de l'instruction reste le secret de l'instruction. Personne ne doit être au courant du secret de l'instruction. Et le juge est suffisamment, et surtout la magistrate en question, est suffisamment responsable de faire en sorte que toute instruction demeure dans l'instruction et qu'elle ne puisse pas être mise à la portée de tous. Et on va donc évidemment suivre dans le détail le déroulement de cette affaire avec l'ouverture de l'enquête telle qu'annoncée ce 9 juillet par le ministère de la Justice, tout en espérant qu'il n'y ait pas évidemment la suite de ce que l'on observe depuis la divulgation ou la diffusion de ces vidéos sur les réseaux sociaux comme une forme de récupération de l'opinion. Est-ce que vous pensez que c'est peine perdue de la part cette opération de charme, si on peut la qualifier finalement ainsi, puisque Sylvia Bongo Ondimba et Norine Bongo Valentin, lorsqu'ils diffusent ou font diffuser ces vidéos via certains activistes, cherchent à se donner soit bonne conscience ou se racheter une image par rapport à toutes ces charges qui pèsent, ces chefs d'accusation qui pèsent sur eux. Vous venez de rappeler justement leur gestion peu amène ou chaotique du Gabon, notamment après l'accident vasculaire cérébral du 24 octobre 2018 du président Ali Bongo Ondimba, dont on a dit que Sylvia Bongo Ondimba, l'ex-première dame, était finalement la garante
de l'exécutif, du pouvoir au Gabon, aidé dans ce sens par certains, et son fils notamment Noureddine Bongo Valentin. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une opération de charme, essayer de se mettre, de faire en sorte que les Gabonais oublient leur gestion chaotique du pays durant cette triste période? C'est peine perdue parce que ça n'apportera rien du tout, d'autant plus que la justice sera implacable, parce que les faits incriminés ici sont tellement graves. Usurper les fonctions du chef de l'État sans mandat express, il n'y a rien de plus grave. Donc je pense qu'ils sont comptables de la gestion de ce pays, du moins les 5 dernières années de gouvernance, parce que le président Ali Bongo a fait un AVC, et donc ils peuvent aller où ils veulent, ils peuvent recruter les activistes, mais la justice restera implacable. Et je crois que dans l'enquête qui est menée par le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et les services de renseignement prendront le relais pour démanteler tous les complices et tous ceux qui sont derrière cette mafia. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que, de tout point de vue, je pense que nous avons fait un saut. Nous sommes allés vers la 5e République, où il aurait été judicieux d'attendre le procès, de se défendre avec les éléments de droit qu'il faut, et puis de passer à autre chose. Mais faire de cette façon-là, ils trouveront la République, et la République ne va pas reculer. Et voilà, on ferme donc ce deuxième point de l'émission pour ouvrir le troisième tiroir consacré donc à l'actualité politique. Messieurs, vous le savez évidemment que c'est le 27 septembre prochain qu'auront lieu donc que le collège électoral sera convoqué dans le cadre du premier tour des élections législatives, second tour prévu le 11 octobre. Élections donc jumelées, élections de députés à l'Assemblée nationale et élections locales. Le ministère de l'Intérieur a également fait une annonce 9 juillet, conformément au décret présidentiel numéro 0290/PR/MISD du 7 juillet. Les intéressés auront donc du 17 au 23 juillet entre 8h et 18h pour présenter leur dossier. Il s'agit donc de ceux qui veulent être candidats aux élections législatives et les élections locales. Les lieux prévus pour cette démarche incluent le ministère de l'Intérieur, les préfectures, les gouvernorats ainsi que la CNOSER à l'étranger. Les candidatures pourront être déposées via les représentations diplomatiques. Alors, votre réaction, puisqu'il y a déjà une polémique après l'annonce de ces dates de dépôt de candidature, il y a déjà une polémique. Félicien Rodrigue, certains estiment que le délai est trop court. Non, moi je ne suis pas surpris. Il vous souviendra que depuis 4 ou 5 émissions, je disais, et les gens ne m'écoutaient pas, je disais que personne n'est prêt. Quand je voyais le chronogramme au sorti du dialogue, je disais, moi je suis un habitué des élections. Je vois un peu comment... Vous avez même déjà été candidat. Voilà, en 2018, c'est ça? Oui, 2018. Et même avant ça, au local. Les élections législatives dans le 5e arrondissement. Dans le 5e arrondissement. Et même plusieurs fois au local. Donc je sais la période qu'il faut à partir de la révision qui va intervenir à partir du 14 juillet. Ben, depuis que j'en parle au niveau du Parti démocratique gabonais, je pense avoir été attendu, puisque nous avions déjà pratiquement bouclé en ce qui concerne le choix des candidats, les listes sur l'ensemble du pays. Je pense que les retardataires se font entre aujourd'hui et demain, ce qui n'est peut-être pas le cas du nouveau parti présidentiel, là où ils sont encore au stade de la légalisation. Mais ils vont avoir ce que j'appelle une légalisation de fait. Parce que vous voyez le fait que le président ait absolument voulu un parti, or tout portait à croire que, arithmétiquement parlant, ce n'était pas faisable. Mais la Cour constitutionnelle de la transition, dès qu'elle s'est prononcée, elle met tout le monde d'accord. Donc le débat a été clos par l'intervention de la Cour constitutionnelle de la transition. Elle n'a pas été clos du fait que le parti, le jeune parti naissant du président, a des cadres valables au point où ils ont fait le recrutement de 9000 personnes, puisqu'ils n'ont fait qu'une assemblée générale constitutive le 5. À quel moment on a des préfets, on a des gouverneurs, à quel moment ils ont mené les enquêtes pour que le parti soit légalisé. Donc on voit qu'il y a une solution, il y a une situation de fait où c'est le président de la République qui a en même temps le contrôle du gouvernement de la République, qui a le vice-président de la République qui n'est peut-être pas de son parti, mais il a tous les instruments d'autorité politique
pour faire en sorte que son parti prenne part aux prochaines élections, parce que c'est de cela qu'il s'agit, parce qu'il faut dire aussi la vérité aux Gabonais. Rufin Totomba, est-ce que vous estimez que aujourd'hui le gouvernement, donc via le ministère de l'Intérieur, prend de court la classe politique en arrêtant cette date de dépôt de candidature, donc du 17 au 23 juillet 2025? D'abord, avant de répondre à votre question, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'argumentaire de M. Evon, ce n'est pas d'autorité. Je vous signale que le jour de l'Assemblée générale de l'Union des démocrates bâtisseurs, n'est-ce pas, il y avait également l'adhésion en ligne. Et je vous assure qu'à ce jour, en ligne, c'est plus de 40 000 adhésions. Et les adhésions se font partout sur le territoire national. Et j'ai envie de dire que du point de vue de la loi, il n'y a pas de prescription en matière de légalisation d'un parti politique. Il n'y a pas de prescription. Et mieux, le ministère de l'Intérieur dispose d'un logiciel et des mécanismes, n'est-ce pas, de gestion qui permettent rapidement de faire l'inventaire, n'est-ce pas, d'un dépôt de légalisation d'un parti politique. Il y a un logiciel IBOGA, ils ont un certain nombre d'instruments qui permettent d'établir ces faits-là. Donc, ce n'est pas d'autorité. Mieux, la cohérence. Si on s'en tient à son développement, on aurait bien entendu que le parti se mette en mouvement, qu'il réponde à toutes les exigences pour que le ministère déclarait le programme. Mais le président n'a pas attendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement reste focus sur sa responsabilité régalienne, celle d'organiser des élections, et donc en justice ne tient pas compte, n'est-ce pas, des desiderata ou de l'agenda d'un parti politique, fut-il celui du chef de l'État. Donc c'est pas tout à fait prêt. Moi je pense que... Et sur le chronogramme du dépôt de candidature? Sur le chronogramme du dépôt de candidature, on ne peut pas dire qu'ils ont été pris de court, parce qu'un parti politique a un secrétariat général, a un secrétaire exécutif qui travaille, qui a des organes. Il y a des organes, pour prendre la preuve du Parti démocratique gabonais, qui s'est organisé, n'est-ce pas, comme il a démontré tout à l'heure, ils sont prêts. Donc ça veut dire que si ce parti est prêt, ça veut dire que tous les autres partis auraient dû être prêts, d'autant plus que nous savons bien que nous avons l'élection en septembre. Donc je pense que c'est une fausse critique, ça montre justement que certains partis ne sont pas à la hauteur. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le gouvernement met en œuvre des mécanismes pour réguler cet environnement qui est, de mon point de vue, assez pollué comme ça. Alors, cette élection est très importante, on l'a dit, évidemment, puisqu'elle se tient après l'élection présidentielle du 12 avril dernier qui a vu la victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema avec 94,85%, véritable plébiscite. Est-ce que pour lui, est-ce que pour vous, puisque vous êtes désormais militant de l'UDB, de l'Union démocratique des bâtisseurs, c'est une élection à enjeu? On a posé la question parce qu'on sait qu'on est dans une nouvelle configuration par rapport à la nouvelle architecture institutionnelle avec une assemblée nationale ou un gouvernement qui ne peut plus, évidemment, une assemblée qui ne peut plus faire tomber le gouvernement et plus de motion de censure puisque le président de la République, président, chef de l'État, chef de gouvernement et qu'il n'y a plus de Premier ministre. Donc, à ce niveau-là, est-ce que vous pensez qu'il y a un enjeu? Est-ce que l'enjeu pour l'UDB, c'est de véritablement être la première formation politique en termes de nombre de sièges à l'Assemblée nationale et pour ce qui est des conseils locaux, départementaux aussi? Il y a un enjeu de gouvernance. Le chef de l'État a un projet de société qu'il veut exécuter. Et pour mieux l'exécuter, il nous faut un Parlement qui accompagne son ambition, n'est-ce pas? Mieux, dans le cas de la décentralisation, on a besoin de collectivités locales fortes, qui soient représentatives, qui soient capables d'implémenter sur le terrain, n'est-ce pas, les plans de développement attendus par la population. Parce que le pouvoir central ne pourra pas tout faire. Et il ne faut qu'être dans l'appareil de l'État pour interagir. Parce que sinon, on va avoir quoi? On va avoir ce qui se passe, où les gens, à des responsabilités, souffrent le chaud et le froid au même moment, et le président ne veut pas être victime de ça. Vous savez, celui qui est passé, je crois, hier dans les réseaux sociaux. Alors, il souffle le chaud et le froid au même moment, mais on ne comprend pas, il n'y a aucune cohérence dans l'action. Donc, le président veut seulement éviter ça, que ça arrive demain, qu'à un moment donné de sa gouvernance, qu'un camp, que des personnalités s'agitent autour pour bloquer un certain nombre de leviers et qui sont des leviers importants. Le président ne veut pas se gargariser en président dictateur. Parce que quand certains disent que la Constitution est claire, qu'il n'y avait pas d'enjeu, mais le président ne veut pas diriger l'autorité. Il y a des institutions républicaines qui accompagnent l'action de l'exécutif et qu'il faut mettre en place. Et les mettre en place, c'est les mettre avec son camp. Comment on veut avoir, nous, un pays où le président est seul, n'est-ce pas, il n'a pas de parti, il n'a pas d'appareil politique, où n'importe qui, n'importe comment, va venir dicter l'autorité? Mais mieux, nous avons des exemples, M. Snella. Vous savez que lorsqu'on a fait l'Assemblée nationale de transition, un parti politique avec un seul député s'est retrouvé avec un groupe parlementaire au Sénat et à l'Assemblée nationale.
Mais il veut éviter ça, le président de la République. Il en a tiré, il a donné des responsabilités aux gens pour dire faites-moi un parlement de transition, n'est-ce pas, qui soit la coloration des forces vives de la nation, mais ils sont allés bidouiller un parlement. Donc l'enjeu est clair. Le président veut taire ça, et il veut avoir son parti, il veut avoir ses députés, il veut avoir ses élus locaux. Il veut avoir la majorité, il veut avoir ses députés. La question est bien posée. Oui. Est-ce que vous voulez la majorité? Est-ce que l'UDB, sur le terrain, c'est pour être majoritaire à l'Assemblée ou juste avoir 10 députés et c'est bon, par exemple? Je n'ai pas le mandat de parler au nom de l'UDB, mais en militant... Non, en tant que militant, acteur politique. En militant et en homme politique, je crois que l'objectif, c'est d'avoir la majorité écrasante. Majorité écrasante. Est-ce que le militant du Parti démocratique gabonais l'entend de cette oreille? Le PDG est déjà en ordre de marche ou en ordre de bataille. Comme l'a si bien dit Rufin Tutomba, le PDG est sur le terrain depuis le 30 août même, j'ai envie de dire, puisqu'on suit l'actualité. Cette formation politique n'a de cesse d'organiser des réunions, de faire des tournées des 9 provinces du Gabon, de remettre ces différentes bases au goût du jour, notamment. Non, nous avons, à la suite aussi des associations, je pense que les 2 tournées du président nous ont pris 8 mois d'intense activité, où il a fait 2 fois pratiquement... Vous parlez du président du PDG? Non, le président de la République, à l'époque président de la transition. Il a fait 2 tournées sur l'ensemble du territoire et le PDG était en première ligne, je dirais même de la tournée, parce que lorsque vous regardez l'organisation de ces différentes rencontres, baptisées rencontres citoyennes, le PDG était en première ligne, en tant que soutien de Brice Clotaire Oligui. Et c'est dans cet élan que nous avions convenu de ne pas présenter, même à minima, même de manière stratégique, un candidat. Nous avions dit dès le départ, nous soutenons Brice Clotaire Oligui Nguema, et c'est ce que nous avions fait. Maintenant, la donne d'aujourd'hui, c'est quoi? La donne d'aujourd'hui, c'est que nous pensons que l'existence du parti du président, qui, il faut le dire, risquerait d'apporter un éparpillement de forces et un affaiblissement dès le départ de son propre parti. Pourquoi? Je m'explique. Parce que lorsqu'il aura tendance, il a été élu à près de 95%. Or, lorsqu'il aura tendance dans des positions d'élection uninominale, là où il a eu des plébiscites, mais là où il y aura une forme d'imposition du candidat, par exemple, de l'UDB, qui n'a peut-être pas de forte chance de pouvoir l'emporter. Et que, de par la position du président de la République, qui est le garant des institutions, il dit, par exemple, moi je vais protéger mon secrétaire général, parce que c'est le secrétaire général du parti au pouvoir. Le PDG a un meilleur candidat, il faut que je l'oriente au niveau des locales, pour qu'au niveau de la législative, où ça pèse le plus, où il y a une plus forte représentation, va être baptisé UDB. Mais est-ce que le choix dans la représentation, c'est-à-dire que même si ce candidat de l'UDB gagne avec un suffrage assez important, est-ce que réellement il aura la légitimité ou c'est une forme d'imposition de manière indirecte, étant donné que le PDG et l'UDB ne sont pas 2 blocs antagonistes opposés, non. Parce que tout simplement, nous avions, pour le cas de l'élection présidentielle, fait en sorte que le président arrive, mais pour l'élection du président, c'est terminé. C'est-à-dire qu'en fait, en un mot, l'enjeu est partagé. Il y a un enjeu pour l'UDB, il y a également un enjeu pour le Parti démocratique Bien sûr, gabonais. parce que le PDG veut demeurer l'une des principales forces qui accompagnent le président Oligui. Et pour cela, nous ne voulons pas des clashs, et je pense qu'il est militant du UDB, il pourra bien aller faire passer le message. Les clashs de manière interne des gens qui auront soutenu, qui auront convergé tous pour soutenir Oligui. Est-ce que ça veut dire qu'on sous-entend, en fil au regard, ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire qu'on va faire des ententes entre l'UDB et le Parti démocratique gabonais? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis seulement qu'il risque d'y avoir, compte tenu de la position centrale du président de la République, qui est en même temps président fondateur de l'UDB, il est possible qu'il y ait une forme d'alchimie pour éviter des clashs. Ce que je dis, il comprend ce que je dis de manière parfaite. Alchimie dans le parti PDG d'antan. Vous allez nous reverser les souvenirs. Il y a eu toujours une alchimie entre... Le président a dit lors de l'Assemblée générale. Je prends un exemple. Oui.
lors de l'Assemblée générale, il a dit qu'au sein du parti, il y aura des primaires. C'est d'abord le premier critère. Il y aura des primaires au sein du parti. Donc, au sein de l'UDB, oui. Au sein de l'UDB, il y aura des Non, primaires. non, Les je candidats ne reconnais seront pas l'autorité. Mais nous allons veiller à ce que les candidats qui soient élus aux primaires soient des candidats qui répondent à un certain nombre de critères. Messieurs, Non, je ne parle pas des candidats internes à l'UDB. Je parle de la représentation. Je prends l'exemple au 5e. Si le PDG, par exemple, nous avions une liste de 27 conseillers, si nous avions, par exemple, 16 ou 17, je vous propose... que nos amis ont quelque chose, mais d'accord. on se voit obligé de je leur vous donner. propose, monsieur, je vous propose de garder vos arguments pertinents, également les vôtres, Rufin Tutumba, pour poursuivre dans un autre numéro, parce que ligne de mire de ce 10 juillet 2025, malheureusement, s'est achevée. On a, oui, bien sûr que ça passe vite, puisqu'on a abordé les principaux points qui font l'actualité. On va poursuivre, parce que l'élection législative et locale, on l'a dit, c'est pour le mois de septembre, octobre prochain, donc on a tout le temps d'y revenir. Merci beaucoup à Félicien Rodrigue, vous, d'être passé. Merci également à vous, Rufin Tutumba. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.